J'ai trouvé la bague de fiançailles 3 semaines après que Whitney m'ait dit qu'elle ne voyait pas d'avenir avec moi. Et honnêtement, c'est là que j'ai réalisé à quel point je m'étais fait avoir. Mais laissez-moi revenir en arrière, parce que la nuit où tout a basculé a commencé de façon si normale qu'on aurait presque dit que c'était écrit d'avance. Nous étions assis sur le balcon de notre appartement à Denver, une de ces soirées parfaites de septembre où les montagnes semblent si proches qu'on pourrait les toucher. Et j'ai fait l'erreur que tous les mecs font, apparemment. J'ai commencé à parler de l'avenir comme si c'était du concret. Ça faisait des semaines que je regardais des annonces immobilières sans vraiment chercher. Rien de sérieux, juste ce qu'on fait quand on a 31 ans et qu'on se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de louer. J'ai mentionné cette maison que j'avais vue à Park Hill avec un jardin assez grand pour un chien et peut-être, un jour, une balançoire. La façon dont le verre de vin de Whitney s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres aurait dû être mon premier indice. Elle a eu ce regard, pas tout à fait de la panique, mais presque comme si je venais de lui demander de résoudre un problème de maths pour lequel elle n'avait pas révisé. Et elle a dit qu'on ferait mieux d'en parler à l'intérieur. La conversation qui a suivi n'était pas une dispute, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Whitney avait clairement répété son coup, elle gardait probablement ça pour elle depuis des semaines, voire des mois, et elle a déballé ça avec tellement de calme qu'on aurait dit une présentation professionnelle. Elle m'aimait bien sûr, mais plus de cette façon-là. Plus de la façon qui mène à des prêts immobiliers, à des cartes de vœux assorties et à quelqu'un avec qui partager les frais d'hôpital à 70 ans. Elle ne voulait pas se marier, elle ne voulait pas d'enfants, ou peut-être que si, mais pas avec moi, ou peut-être jamais. Elle n'en savait trop rien, il n'y avait pas de calendrier, pas de plan, juste ce vague sentiment que ce qu'on avait en ce moment lui suffisait. Et pourquoi avais-je besoin de tout gâcher en voulant plus ? Le mot qu'elle n'arrêtait pas d'utiliser, c'était « attente », comme si j'étais un patron exigeant, et non le mec qui venait de passer 4 ans à construire sa vie avec elle. Et elle semblait sincèrement confuse de me voir avec une tête de mec qui vient de se faire renverser par un camion. Elle a carrément dit « je pensais que tu apprécierais l'honnêteté », comme si elle venait de me rendre un énorme service en m'expliquant que je n'étais au fond qu'un bouche-trou, une habitude confortable. Elle n'était pas prête à tout arrêter, mais elle ne prévoyait pas non plus de me garder éternellement. Je suis resté là, à faire des calculs dans ma tête, pas des calculs financiers, mais des calculs de vie. J'additionnais toutes ces petites façons dont je m'étais investi dans un avenir auquel elle n'avait apparemment jamais cru. Et le chiffre qui ressortait à chaque fois, c'était 0. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas parce que Whitney me l'avait demandé, mais parce que s'allonger à côté de quelqu'un qui vient de vous dire qu'il ne vous aime pas comme il faut, c'est comme se porter volontaire pour de la torture psychologique. J'ai fixé le ventilateur de plafond tourner en rond, et j'ai repensé à la façon dont elle nous avait décrit plus tôt dans la journée à sa meilleure amie Tessa lors d'un appel que j'avais surpris, disant qu'on vivait notre meilleure vie, avec ce rire qui semblait si sincère que j'en avais ressenti de la fierté. Instagram contre la réalité, sauf que j'avais été assez stupide pour croire que c'était la même chose. Le lendemain matin, Whitney m'a trouvé en train de préparer le café, et a apparemment décidé qu'une seule conversation dévastatrice ne suffisait pas, car elle en a remis une couche, le détail qu'elle avait gardé pour la fin, comme le pire dessert qui soit. Je crois que la flamme s'est éteinte, a-t-elle dit, appuyée contre le plan de travail dans mon vieux t-shirt de la fac, comme si on parlait de la pluie et du beau temps. On est plus comme des meilleurs amis maintenant ou de très bons colocataires et ce n'est pas grave, pas vrai ? C'est ça, le vrai amour, celui qui est confortable. Elle semblait tellement satisfaite de son analyse, tellement sûre d'avoir découvert une vérité mature sur les relations que j'étais trop traditionnel pour comprendre. Et je suis juste resté là, la cafetière à la main, à penser à la façon dont elle décrivait l'intimité comme une étincelle, comme si c'était censé vaciller et mourir et qu'il fallait simplement l'accepter. Juste continuer à payer le loyer ensemble, à diviser les courses en deux et à faire semblant que c'est ça, être en couple. Ce qu'il y a de bien quand on touche le fond, c'est que ça donne une étrange lucidité. Je suis allé travailler ce jour-là. Je suis chef de projet dans une boîte tech, le genre de boulot où on passe la moitié de son temps dans des réunions qui auraient pu être de simples emails. Et je n'arrivais à me concentrer sur rien d'autre que cette prise de conscience grandissante. J'avais accepté des conditions sur lesquelles je n'avais jamais donné mon accord. Whitney voulait tous les avantages de la relation, l'appartement partagé, le +1 pour les mariages et quelqu'un avec qui regarder Netflix le soir. Mais aucun engagement, aucun avenir, rien de ce qui fait vraiment un partenariat. Et elle pensait sincèrement que c'était juste. Elle pensait que je devrais lui être reconnaissant de son honnêteté, au lieu de reconnaître que l'honnêteté sans engagement, ce n'est que de la cruauté à retardement. Mon pote Jake m'a surpris, en train de fixer des tableaux Excel dans le vide, et m'a demandé si ça allait. Et j'ai failli rire. Parce que comment expliquer qu'on vient de réaliser qu'on vit dans une boucle d'attente depuis 4 ans, à tourner en rond sans jamais atterrir nulle part ?
Ce soir-là, j'ai pris une décision qui semble probablement folle, mais qui m'a paru être la chose la plus sensée que j'avais faite depuis des mois. Si Whitney voulait qu'on soit amis, si elle voulait cette situation de colocation confortable sans attente, sans avenir et sans amour véritable, alors très bien. C'est exactement ce que j'allais lui donner. Mais la vraie version, pas celle où je continuais à faire semblant qu'on construisait quelque chose. J'ai commencé par un petit détail, mais très symbolique. Je suis allé sur Spotify et je l'ai retiré de mon abonnement familial. Ensuite, j'ai ouvert mon calendrier et j'ai trouvé la réservation que j'avais faite des semaines plus tôt pour nos 4 ans dans ce restaurant de viande chic qu'elle voulait tant essayer. Le genre d'endroit où il faut réserver des mois à l'avance et je l'ai annulé. Pas de discussion, pas d'annonce, je l'ai juste supprimée comme si elle n'avait jamais existé. Whitney était dans la chambre, en appel vidéo avec son frère Garrett, en train de rire de je ne sais quoi et je l'entendais à travers la porte dire « Ouais, tout va super bien ». Avec cette voix enjouée qu'elle utilisait quand elle jouait la comédie du bonheur, et quelque chose dans ma poitrine est devenu calme et froid et a décidé que c'était terminé. La chambre d'amis est devenue ma chambre ce soir-là. J'ai déplacé mes affaires pendant que Whitney prenait sa douche, sans faire de drame, juste avec efficacité, comme si je réorganisais des fournitures de bureau. Quand elle est sortie et qu'elle a vu mon côté du placard vide, elle a eu cet air confus. Elle a ouvert la bouche pour demander quelque chose, puis a semblé se raviser. Comme si elle avait peut-être déjà épuisé son quota de questions en détruisant notre relation et n'avait pas le droit d'être surprise quand je l'écoutais pour de vrai. J'ai installé mon ordinateur portable sur le petit bureau, j'ai branché le chargeur de mon téléphone et j'ai regardé cet espace qui servait pour les invités et le rangement et qui était apparemment devenu mon lieu de vie. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement. Pas de la joie, pas encore, mais du soulagement. Comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau pendant des mois et que quelqu'un m'avait enfin dit que j'avais le droit de remonter à la surface. Whitney a frappé à la porte vers minuit, hésitante, et m'a demandé si je venais me coucher, et j'ai répondu « Je crois que les amis ne partagent généralement pas le même lit », en gardant une voix légère, presque pour plaisanter, et j'ai regardé son visage prendre cette expression complexe où elle n'arrivait pas à décider si elle était blessée, agacée ou coupable. Elle a opté pour l'agacement, m'a dit « Tu te comportes comme un gamin », et est retournée dans notre chambre, sauf que ce n'était plus notre chambre, n'est-ce pas? C'était sa chambre, et j'étais juste le mec qui payait la moitié du loyer, et apparemment rien d'autre ne comptait au-delà de ça. Le lendemain matin a marqué le début de ma nouvelle routine. Pas de SMS pour dire bonjour, même si Whitney était littéralement dans la pièce d'à côté. Pas de café préparé pour deux. Je me suis levé, je suis allé courir le long de la rivière plate, pendant que la ville se réveillait encore. Je suis rentré, j'ai pris une douche et je suis parti bosser sans vérifier si elle avait besoin de quelque chose ou si elle voulait qu'on prenne le petit déjeuner ensemble, ni aucun de ces petits rituels domestiques qu'on avait construits en 4 ans. Whitney était debout dans la cuisine quand je suis passé avec mon sac de sport, toujours en pyjama, l'air perdu dans son propre appartement, et elle m'a dit « Tu m'en veux ?» avec cette toute petite voix, comme si elle tâtait le terrain. Je me suis arrêté, j'ai pensé à toutes les choses que j'aurais pu dire, à toute la colère que j'aurais pu décharger, et au lieu de ça, j'ai juste souri, ni méchamment, ni hypocritement, juste de façon neutre, et j'ai répondu « Non, je ne t'en veux pas, je m'adapte juste à ta vision de ce que nous sommes. » Puis je suis parti, et dans mon rétroviseur, j'ai pu voir Whitney debout sur le pas de la porte, regardant ma voiture s'éloigner avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de la déchiffrer, parce que ses sentiments avaient cessé d'être ma responsabilité. À l'instant même où elle m'avait dit que je n'étais pas son avenir. La première fois que Whitney a compris que je ne plaisantais pas avec ce traitement d'amis, c'est quand elle m'a demandé de les rejoindre, Tessa et elle, pour boire un verre en centre-ville, et que j'ai dit que j'avais déjà des projets. Ce qui était vrai, un happy hour avec des gars du boulot dans un bar sportif où elle n'était jamais allée parce que ce n'était pas son délire. Elle a eu ce regard comme si je venais de parler une langue étrangère. Elle a carrément dit « Depuis quand tu sors sans moi ?» Et j'ai dû résister à l'envie de rire. Parce que depuis quand des amis avaient-ils besoin d'une permission pour avoir des vies sociales séparées? Je suis rentré vers 22h, pas ivre, mais assez éméché pour être honnête, et je l'ai trouvée assise sur le canapé dans le noir, comme si elle m'avait attendu. Ce qui me paraissait ironique, vu que c'était elle qui nous avait rétrogradé au statut de colocataire. Elle voulait savoir où j'étais allé, avec qui j'étais, pourquoi je n'avais pas envoyé de message, et j'ai juste haussé les épaules en disant « Les amis ne se doivent pas vraiment un compte-rendu minute par minute ». Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte sur la réponse qu'elle s'apprêtait à formuler. Le véritable changement s'est produit environ une semaine plus tard, quand je me suis assis avec mon ordinateur portable et que j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai créé un tableau Excel. Toutes les dépenses communes des 4 dernières années, chaque dîner que j'avais payé parce que je gagnais un peu plus.
chaque vacances où j'avais pris l'hôtel à ma charge, parce qu'elle économisait pour quelque chose de spécial. Chaque fois que j'avais fait son plein d'essence, ou acheté les courses pour nous deux, ou payé la facture d'électricité parce qu'elle était d'à sec ce mois-là. Le chiffre final s'élevait à 18 473 $. Et je l'ai fixé pendant un long moment, en pensant à la façon dont j'avais justifié la moindre de ces dépenses comme un investissement pour notre avenir. Sauf qu'il n'y avait pas d'avenir, il n'y en avait jamais eu. J'avais juste subventionné son train de vie pendant qu'elle essayait de voir si elle pouvait trouver mieux. Je l'ai imprimé, j'ai surligné le total et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine avec un mot disant qu'on devait parler de nos finances. Whitney l'a trouvé le lendemain matin avant de partir travailler et l'explosion a été immédiate. Elle m'a appelé pendant que j'étais en réunion, a laissé 3 messages vocaux qui devenaient progressivement de plus en plus hystériques, et au moment où je suis rentré, elle avait apparemment passé toute la journée à se monter la tête. Elle était debout dans la cuisine, le tableau froissé dans la main. Son mascara coulait comme si elle avait pleuré, et elle a commencé à hurler que j'étais mesquin, cruel, et que je faisais de la violence économique, ce qui était une accusation tellement dingue que j'en ai carrément ri. Elle a dit que je n'avais jamais parlé de tenir les comptes avant, que c'était juste ce que faisaient tous les couples, que je la punissais rétroactivement pour avoir été honnête sur ses sentiments. Je l'ai laissée terminer, j'ai attendu qu'elle soit à bout de souffle et tremblante, puis je lui ai expliqué très calmement que je ne lui demandais pas de me rembourser. J'établissais simplement de nouvelles règles pour l'avenir. Le loyer divisé proportionnellement aux revenus. Les charges à 50-50, des courses séparées et absolument plus aucun moment où je dirais « laisse, c'est pour moi ». Parce que ça, c'était des trucs de couple et nous n'étions plus en couple. Le silence qui a suivi valait presque les 18 000 $. Whitney m'a juste dévisagé comme si une deuxième tête m'avait poussé, a ouvert la bouche 2 fois sans qu'aucun son n'en sorte, puis a finalement réussi à murmurer « Tu fais vraiment ça ?» Et j'ai répondu « Oui, complètement ». Parce que les amis partageant les choses de façon équitable et que je ne faisais que suivre ces règles du jeu. Elle a essayé une approche différente après ça, s'est faite douce et triste, a dit qu'elle comprenait que j'étais blessé, mais qu'on ne pouvait pas juste redevenir comme avant, qu'on ne pouvait pas juste se sentir à l'aise à nouveau, sans toutes ces règles et ses limites. Je lui ai dit qu'on n'avait jamais été à l'aise. J'étais mal à l'aise depuis des mois, et j'étais juste trop stupide pour l'admettre. Et ce qui lui manquait, ce n'était pas moi. C'était la version de moi qui lui rendait la vie plus facile sans rien exiger en retour. Elle n'a eu aucune réponse à ça, elle a juste attrapé ses clés et est partie, et j'ai entendu sa voiture démarrer en trombe du parking, comme si elle passait une audition pour Fast and Furious. Les choses sont devenues bizarres après ça, de manières auxquelles je ne m'attendais pas. Whitney a commencé à bien s'habiller sans raison, à se maquiller un mardi soir au hasard, à porter la robe noire qu'elle savait que j'aimais bien, même si on n'allait nulle part. Elle proposait d'aller dîner dans de bons restaurants avec un regard plein d'espoir. Et j'acceptais, mais j'insistais pour faire l'addition séparée, regardant son visage se décomposer quand le serveur apportait 2 notes au lieu d'une. Elle a essayé de cuisiner mon plat préféré un soir, un truc hyper élaboré à base de pâtes qui prenait des heures, et je l'ai poliment remerciée, j'ai mangé exactement une portion, j'ai mis ma vaisselle sale dans le lave-vaisselle, et je suis allé dans ma chambre pour lire, la laissant assise à table avec assez de reste pour une semaine. Et cette expression confuse, comme si le scénario ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Le truc, c'est que je n'essayais pas d'être méchant. J'avais juste fini de jouer un rôle, fini de faire semblant que les grands gestes voulaient dire quelque chose, alors qu'elle m'avait déjà dit que notre relation n'était qu'une amitié confortable avec des avantages qu'elle ne voulait plus fournir. Le véritable tournant a eu lieu quand son ordinateur portable a rendu l'âme. Il a complètement planté en plein milieu de sa journée de télétravail et elle est venue dans ma chambre en panique parce qu'elle avait une présentation dans 2 heures et que toute sa vie était sur ce disque dur. L'ancien Cameron lui aurait immédiatement proposé de lui en acheter un nouveau. Il aurait probablement déjà été sur le site d'Apple pour choisir le meilleur modèle, mais le nouveau Cameron a juste levé les yeux de son livre et lui a suggéré de vérifier les options de paiement en plusieurs fois de chez la Fnac. Whitney a carrément fait un pas en arrière comme si je l'avais giflé et a dit « Tu es sérieux là ?» avec une incrédulité qui aurait été drôle si ce n'était pas si triste. Je lui ai rappelé que les amis ne s'achètent généralement pas des appareils électroniques à 1000 balles, que c'était exactement le genre de soutien de couple dont elle avait dit ne plus vouloir de ma part, et que peut-être elle pourrait emprunter le portable de Tessa ou utiliser les ordinateurs de la bibliothèque. Elle est partie sans un mot de plus, et je l'ai entendue au téléphone dans sa chambre, la voix pleine de larmes, probablement en train de dire à Tessa quel connard j'étais, et je n'ai rien ressenti, ce qui était une révélation en soi. Ce que Whitney a fait ensuite était probablement le coup le plus prévisible qui soit. Elle s'est tournée vers les réseaux sociaux, pas directement. Elle était plus maligne que ça.
Mais d'un coup, son Instagram s'est rempli de publications vagues sur la manipulation émotionnelle, la reconnaissance des comportements toxiques et la conscience de sa propre valeur. Elle partageait des articles sur la violence économique avec des légendes pleines de sous-entendus, postait des citations tristes sur le fait d'aimer quelqu'un qui avait cessé de vous aimer en retour. En gros, elle a fabriqué ce récit où j'étais le méchant et elle la victime de ma soudaine greffe de personnalité. Ses commentaires se sont remplis d'émojis de soutien de la part de ses amis. Des gens que j'avais rencontrés lors de soirées et de barbecues tout l'été agissaient soudainement comme si j'étais un monstre dont ils avaient toujours soupçonné l'existence sous la surface. Je n'ai pas répondu, je ne me suis pas défendu, j'ai juste continué à vivre ma vie, à aller au travail et à faire du sport. Et apparemment, mon silence était plus accablant que n'importe quelle dispute, car les gens ont commencé à se poser des questions. Le récit a commencé à s'effriter quand Logan m'a contacté. Logan était un ami commun, il nous connaissait tous les deux depuis des années, et il m'a envoyé un long message pour me demander ma version des faits, car il y avait un truc qui clochait dans l'histoire de Whitney. Je lui ai envoyé les captures d'écran de notre conversation initiale, celle où elle m'avait exposé sa vision de notre amitié avec le partage du loyer, et je lui ai envoyé le tableau Excel avec un mot expliquant que je ne faisais qu'appliquer les limites qu'elle avait demandées. Logan a tout lu, n'a pas répondu pendant un jour, puis a apparemment tout montré à sa copine, qui l'a montré à ses amis qui connaissaient Tessa, qui connaissaient Whitney, et d'un seul coup, les publications sur les réseaux sociaux se sont arrêtées. Elles ont juste disparu, supprimées, comme si elles n'avaient jamais existé. Les commentaires sur ces autres publications ont changé, eux aussi. Moins de « tu mérites mieux, ma reine » et plus de « il y a peut-être deux versions de l'histoire ». Et j'ai regardé tout ça se dérouler depuis les gradins, comme si j'observais le drame de quelqu'un d'autre au lieu de vivre le mien. Puis, les parents de Whitney ont débarqué. Ils ont simplement fait leur apparition à notre appartement un samedi matin sans prévenir. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur Dan et Patricia, debout, avec des sacs de voyage et des expressions dignes d'une intervention de crise. Whitney les avait apparemment appelés en larmes. Elle leur avait dit que je faisais une sorte de dépression, que j'étais devenu froid et contrôlant et qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale. Ils m'ont demandé si on pouvait parler, tous les quatre, et j'ai dit « bien sûr ». J'ai préparé du café et on s'est assis autour de la table de la cuisine comme si on négociait une prise d'otage. Dan a le plus parlé. Il a dit qu'ils étaient inquiets de mes changements de comportement, que ça ne me ressemblait pas, que peu importe ce qui se passait entre Whitney et moi, ça n'avait pas besoin de se finir selon la politique de la terre brûlée. J'ai écouté tout le discours, j'ai hoché la tête au bon moment, puis j'ai très calmement sorti mon téléphone et je leur ai montré l'échange de SMS de cette première nuit. Je les ai laissés lire les mots de Whitney sur le fait qu'elle ne voulait pas d'avenir, sur la flamme qui s'était éteinte, sur le fait que nous étions essentiellement des colocataires qui partageaient occasionnellement un lit. Le visage de Patricia a pris une expression complexe. Ce mélange de compréhension, de déception et de colère qui ne m'était pas adressé, et elle s'est tournée vers Whitney avec un regard qui fonctionnait probablement quand Whitney avait 16 ans, mais qui semblait encore avoir son petit effet à 30. Dan s'est simplement adossé à sa chaise, s'est frotté le visage à deux mains et a dit « Oh Whitney !» d'une manière épuisée qui laissait entendre que ce n'était pas la première fois qu'elle créait un drame pour ensuite se faire passer pour la victime. Whitney a essayé de s'expliquer, a dit que je sortais tout de son contexte, qu'elle avait juste été honnête sur ses sentiments et que je punissais son honnêteté. Mais sa voix se faisait de plus en plus petite à mesure que ses parents regardaient à l'épreuve, puis la regardaient elle. Ils n'ont pas crié, n'ont pas pris parti de manière dramatique, ils ont juste dit à Whitney qu'elle devrait peut-être venir vivre avec eux quelques jours le temps de mettre les choses au clair. Et la façon dont elle m'a regardé quand ils ont dit ça, comme si j'avais orchestré le fait que ses propres parents se retournent contre elle, m'aurait blessé si j'avais encore eu la moindre capacité à l'être. Whitney est revenue 3 jours plus tard et cette fois, elle voulait me dire la vérité, la vraie vérité. Pas la version qu'elle me jouait depuis un mois. Elle avait l'air de s'être recroquevillée d'une certaine façon, comme si passer 72 heures avec ses parents avait dégonflé toute la confiance qu'il apportait jusque-là. Et elle m'a demandé si on pouvait parler sans les murs, sans la distance et sans tenir les comptes. J'ai dit « bien sûr », surtout parce que j'étais curieux de savoir quelle explication pourrait donner un sens à tout ça. Et on s'est assis dans le salon, comme des inconnus lors d'un premier rendez-vous raté. Elle a commencé par me dire qu'elle avait lu des articles et suivi des blogs sur les relations écrits par des femmes qui parlaient de tester l'engagement de son partenaire, de le faire courir pour qu'il prouve qu'il vous voulait vraiment. La théorie, c'était que si un homme t'aimait vraiment, il se battrait pour toi, même si tu le repoussais. Que créer de la distance et de l'incertitude lui ferait réaliser ce qu'il perdait et le ferait revenir plus fort, plus engagé, prêt à te demander en mariage et à te prouver son dévouement.
Je suis resté là à assimiler ces informations, essayant de comprendre que toute notre crise avait été fabriquée de toutes pièces, qu'elle avait pris 4 ans de relations réelles et les avait mis en jeu sur les conseils de quelques inconnus d'Internet sur des tactiques de manipulation déguisées en développement personnel. Whitney continuait de parler, expliquant comment elle avait pensé que j'avais pris trop mes aises, comment elle voulait que je la courtise à nouveau comme je l'avais fait au tout début, comment ses articles promettaient que son retrait me pousserait à prendre les devants. Elle s'attendait à de grands gestes, disait-elle. Elle s'attendait à ce que je me batte pour nous, à ce que je refuse d'accepter son discours sur l'amitié, et qu'à la place, je lui prouve par des actes que j'étais prêt pour le mariage, les enfants et tout l'avenir dont elle prétendait ne pas vouloir. La demande en mariage était censée naître du désespoir, du fait que je réalisais que je ne pouvais pas vivre sans elle, de sa crise fabriquée qui allait me pousser à m'engager pour de bon. Elle pensait sincèrement être intelligente, stratégique, jouer à une sorte de partie d'échecs amoureuse, alors que j'essayais juste de survivre au fait de m'entendre dire que je n'étais pas à la hauteur. Le pire a été de la regarder réaliser en temps réel que sa stratégie n'avait pas seulement échoué, mais qu'elle s'était retournée contre elle de façon si spectaculaire qu'il était impossible de revenir en arrière. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait que je fasse de cette information. Maintenant, si le fait de savoir que c'était un test rendait la chose meilleure ou pire. Et elle n'avait pas de réponse. Elle a essayé de dire qu'on pouvait recommencer à zéro, que maintenant que tout était étalé au grand jour, on pouvait construire quelque chose de vrai, mais les fondations n'étaient de plus là. Pourries par les mensonges et la manipulation et par cette cruauté ordinaire qui consiste à traiter les sentiments sincères de quelqu'un comme un jeu à gagner. Je lui ai dit que le plus triste dans tout ça, ce n'était pas qu'elle m'avait testé, c'était qu'apparemment, elle ne m'avait jamais compris du tout. Parce que quiconque me connaîtrait vraiment saurait que je ne cours pas après les gens qui ne veulent pas être attrapés. Je ne me bats pas pour des relations où je dois prouver ma valeur. Je pars tout simplement et je trouve quelqu'un qui sait ce qu'il a sans avoir besoin de créer des drames de toutes pièces pour le ressentir. Le visage de Whitney s'est effondré et elle a dit quelque chose qui, je pense, se voulait romantique, mais qui a juste sonné désespéré. Mais j'ai acheté une bague, moi aussi. Elle a disparu dans sa chambre et est revenue avec une petite boîte. Elle l'a ouverte pour me montrer une alliance pour homme, simple, en platine, qui lui avait probablement coûté 2 mois de salaire, et je n'ai rien ressenti en la regardant, si ce n'est peut-être de la pitié. Elle avait acheté une bague de fiançailles tout en sabotant activement notre relation. Elle avait prévu de me faire sa demande tout en me disant qu'elle ne voyait pas d'avenir avec moi, et la dissonance cognitive était si extrême que je ne pouvais même pas faire semblant de la comprendre. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et je suis revenu avec ma propre boîte, celle que je cachais dans le tiroir à chaussettes depuis 3 mois, et j'ai regardé son visage traverser toutes les étapes du deuil en 5 secondes. La bague était magnifique, une monture vintage avec un diamant de taille princesse, exactement celle qu'elle m'avait montrée une fois dans la vitrine d'une bijouterie en pensant que je n'y prêtais pas attention. Et je lui ai dit que j'avais prévu de la demander en mariage pour notre anniversaire. La réservation au restaurant dont elle ne savait rien. Celle que j'avais annulée quand elle avait décidé de jouer avec notre relation. On est tous les deux restés là, assis, à regarder ces 2 bagues qui représentaient 2 relations complètement différentes. La sienne bâtie sur des tests et de la manipulation, et la mienne bâtie sur une confiance qui n'existait plus. Whitney a tendu la main vers la mienne et je me suis reculé. Pas de manière théâtrale, juste instinctivement. Et ce petit mouvement a semblé lui communiquer bien plus de choses que n'importe quel discours. Elle a commencé à pleurer ses vrais gros sanglots affreux, disant qu'elle avait tout gâché, me demandant s'il n'y avait pas un moyen d'arranger ça. Et je lui ai dit la pure vérité. Même si je pouvais pardonner le test, je ne pourrais pas oublier que son premier instinct, quand elle voulait quelque chose, avait été de me manipuler au lieu de m'en parler. Et je ne pouvais pas passer ma vie à me demander quelle version d'elle était réelle et laquelle n'était que stratégie. Elle m'a demandé ce qui allait se passer maintenant et j'ai répondu que ce serait probablement ce qui aurait dû se passer 1 mois plus tôt. On irait jusqu'à la fin du bail. J'avais déjà commencé à chercher d'autres appartements et nous allions tous les 2 refaire nos vies avec des personnes qui n'avaient pas besoin de jouer avec l'amour pour avoir l'impression de désirer quelque chose. Les quelques semaines qui ont suivi ont été calmes. De cette manière affreuse où tu vis avec quelqu'un mais où vous existez dans des univers parallèles. Whitney a passé la plupart de ses nuits chez ses parents. Elle passait prendre des vêtements et vérifier le courrier, et nous étions d'une politesse douloureuse lors de nos rares moments de croisement. J'ai signé un bail pour une maison à Park Hill, pas celle que j'avais vue au départ, mais une assez similaire, avec un jardin, une chambre d'amis et de la place pour un avenir qui n'incluait pas quelqu'un pensant que l'amour était un jeu avec des gagnants et des perdants. Ma sœur Jordan est venue m'aider à faire les cartons. Elle a amené sa fille Emma, qui a 3 ans et qui posait 1 million de questions. Et quand Emma a demandé où était Whitney, Jordan a juste dit
Parfois, les gens prennent des chemins différents et ce n'est pas grave, ce qui m'a semblé être l'explication la plus honnête que l'on ait donnée. Le jour du déménagement était surréaliste. Whitney est passée pour dire au revoir. Elle a essayé une dernière fois d'avoir une conversation profonde sur les erreurs, la maturité et les secondes chances, mais j'étais physiquement et émotionnellement épuisé. Et je l'ai juste serré dans mes bras de la même manière qu'on le fait aux enterrements, en reconnaissant ce qui était perdu sans faire semblant que l'on pourrait le retrouver. Elle m'a chuchoté « Je t'aimais vraiment ». Et j'ai dit que je savais que je l'avais aimé aussi, mais que l'amour sans confiance, sans respect ou sans la moindre honnêteté n'était qu'un mot que les gens utilisaient pour justifier le fait de rester dans des situations qui les font souffrir. Ensuite, je suis monté dans mon pick-up avec le dernier carton contenant mes affaires et j'ai pris la route. Je l'ai regardée rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'elle disparaisse et j'ai ressenti le même soulagement qu'un mois auparavant, mais en plus fort maintenant, plus permanent, comme si j'avais enfin arrêté de retenir ma respiration et que je m'étais rappelé comment respirer pour de vrai. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon jardin avec une bière, regardant le soleil se coucher derrière les Rocheuses. Et mon application de rencontre vibre à cause d'un message d'une certaine Ashley qui semble drôle, directe et d'une honnêteté rafraîchissante sur ce qu'elle veut. J'ai fait quelques rencontres depuis le déménagement. Rien de sérieux, juste me rappeler comment être quelqu'un qui n'a pas à calculer chaque interaction ou à se demander si la gentillesse est un investissement ou une manipulation. Ma maison est meublée maintenant. Avec de vrais meubles d'adultes que j'ai choisis moi-même, des photos sur les murs et un jardin que j'apprends doucement à ne pas laisser mourir. Jordan amène Emma le week-end, on fait des pancakes, on regarde des dessins animés et je lui apprends à faire du vélo dans l'allée. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue il y a 6 mois, mais c'est la mienne, entièrement la mienne. Bâtie sur les décisions que j'ai prises plutôt que sur les tests que j'ai réussi ou échoué. Et certains jours, j'ai l'impression que c'est la plus belle des vengeances. Non pas de prouver à Whitney qu'elle avait tort, mais de me prouver à moi-même que j'ai toujours valu bien plus que ce que la crise, fabriquée par quelqu'un d'autre, pouvait laisser croire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Lâchez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires vraies. Look at us being strategic. Both of us must have a brain cell today. The brain cells are firing. Yes. On all cylinders. I had chocolate chip cookies. They weren't M&M cookies. Leo lied to me. They were chocolate chip cookies that they bought. Mm. So I had more chocolate chip cookies than I should have. I'm gonna be so for real. There's never too many chocolate chip cookies. I had 3. Oh my. Because we did 3 batches of them. We did 3 Ooh. batches, so every time a new batch came out, I would get a new, like, warm cookie. We ate all the cookies. And it was a dozen. Nice. I was very irresponsible and let him have a lot of cookies. Oops. So That sugar crash was probably pretty good, though. Oh, Excuse me, literally, can I- not even like 10 minutes of him laying down, he was out. You want to go up this way? Yeah. And keep going through the middle and then hit this middle thing? Yeah. Okay. I'm such a good older sister. I'm just checking out all these bushes. I yeah, keep checking I them. was seeing if there was like luggage over here. Yeah, I might eat. I don't know. I don't think it's time to eat my trail mix yet. I think it's too early. I think so. Just because I want to try to save some food for later on, like later stages. Sorry, my Yahtzee sponsor. Jelly, you hit level 20. That's what I heard. I heard like a Yahtzee Okay. notification. So you can make that. It just is kind of I'm right here. a struggle. Okay. I do need to eat my trail mix actually. Okay. It didn't even get rid of all my hunger, but we're almost there. And you also have your marshmallow or hot dog. Yeah. Yeah. I want a roasted marshmallow. Okay. We had some a couple weeks ago when AJ's siblings were over. We might have some more tomorrow. Leah apparently is staying with us for the weekend because she's doing a softball tournament here in town. Okay. Then who's watching her kitty? He gonna be fine by himself. I understand he's a cat, but he's a baby. Yeah, he's crazy. What is that? Oh,
Is that a beanstalk bean? I think that's a beanstalk bean. Okay. Should I try and grab it? Okay. I have one. How do I how have do a you way. get? You think I can get over there? Okay. We need the beanstalk bean. Like, this is important, and we need to keep it for a while. Am I right here at the beanstalk? Do you know how bean? crazy a beanstalk bean would be in, like, the... Alright, I need to drink my sports drink. I believe in you. No! Alright, magic bean has been gotten. Woo! Magic bean! Okay, do I need to come to you now? Can I go up where I'm at? It's a very long climb. I wouldn't recommend. I would recommend Is coming it? my way. Okay. Shimmy down the wall. Shimmy down the wall. I guess I should have just walked out Oh. into that big... Shy, did you download Yahtzee? Like, did you download it? Because even if you download it, if you still have it downloaded, could you send me a screenshot of, like, what you've gotten? Oop. It can be in 4 days, because that's when everything ends. I touched the poison. Oh, are you okay? Yeah, I am. Alright, patient. Shay, just send me a screenshot of, like, your information in a couple days. I'll remind everyone again. Just because you and one other person didn't count in the login, and I would have to put it in manually. Okay. Where are we going, Bessie? This way. Where did you go? Come here. You gotta do a little jumpy. Not the jumpies. And then I think we go. Okay, I think I might need to use my first aid kit. For your I don't know. poison? Your Well, I poison also should am go a away. little hurt. I slippied. Oh, when did you slippy? Oh, my poison. Okay, my poison is going away.